Alors, de retour avec Frédéric Bérard, la guerre en Ukraine, c'est comme si on l'oubliait, c'est devenu en deuxième plan avec tout ce qui se passe à Gaza, les négociations au sein de l'OTAN avec tous ces tarifs, ces menaces de tarifs partout à travers le monde qui prennent les manchettes. N'empêche qu'en Ukraine, la Russie a comme repris un rythme et attaque constamment avec des drones. C'est les Iraniens qui ont fourni des drones pendant un bout de temps. Ils se sont rendus compte que c'est très efficace. Tu prends moins de risques puis tu jettes des bombes. Et ils se sont mis à en construire dans l'ouest du pays, de sorte que là, ils en ont beaucoup. Et les Américains ont pas fourni tant de contre-attaques que ce qu'ils auraient pu avec Trump. Voilà qu'un milliardaire américain dit, moi, je vais vous aider. Raconte-nous ça. C'est toute une histoire quand même. Eric Schmidt, qui est l'ancien PDG de Google. Mm-hmm. Il est assez bien nanti, là, on s'entend bien, un milliardaire probablement plusieurs fois. Il s'est dit, moi, je vais faire mon effort de guerre, c'est le cas de le dire. Je vais vous livrer, il s'est engagé à livrer des intercepteurs de drones. Il dit, je vous offre ça à l'Ukraine. C'est sur le bras. Enjoy. C'est pas la dernière fois que quelqu'un a décidé d'offrir comme ça en cadeau des intercepteurs de drones. Est-ce qu'on a une idée de combien ça peut lui coûter? Non, je sais pas, j'ai fouillé, j'ai franchement aucune idée, mais c'est quelque chose de relativement complexe. On parle pas des petits drones pour s'amuser. C'est pas un hélicoptère téléguidé, là, on s'entend. On parle de centaines de millions d'intercepteurs de drones. Alors, ils en ont besoin. Tu as vu, Kiev a encore 6 morts hier, 25 la veille. Puis ils prennent pas de risques, ils prennent des drones, puis il y a une bombe au bout de ça. C'est une guerre de drones, essentiellement. Exactement. Et là, tu vois que Trump avait promis de l'aide à l'Ukraine. Tu l'as dit, il le fait pas. Et là, ce qui est quand même assez, comme d'habitude, toujours alambiqué, là, quand Trump est à quelque part, même si ça paraît pas toujours, c'est la relation avec Poutine. Tu te rappelles, on en a parlé ensemble il y a de ça à peu près 10 jours, 2 semaines, où là, il a dit à Poutine, là, si vous arrêtez pas, là, je vais m'occuper de vous. Je vais aller vous bombarder. Mm-hmm. Puis apparemment, Poutine lui a ri en pleine face. Et quand le journaliste a posé la question à Trump, il dit, il vous a-tu cru sur le fait que les États-Unis vont bombarder la Russie? Il dit, oui, absolument. Il dit, m'a cru à au moins 10%. Tu sais, quand même, comment tu fais pour chiffrer une affaire comme ça? Mais tout ça pour te dire mais ce qu'on que comprend, là, c'est que Trump est beaucoup moins satisfait des réactions de son autrefois ami, parce que je pense qu'il est moins ami. Puis il a dit, quand il a dit... là, c'est assez. J'attends même pas une prochaine conversation plutôt, parce qu'à toutes les fois qu'on a une conversation, je me laisse prendre, puis il est gentil, puis après, il fait tout le contraire de ce qu'il me dit au téléphone. Alors, dis là, je veux pas lui parler. Je lui donne 10 à 12 jours pour imposer un cessez-le-feu, pour adhérer à un cessez-le-feu, et l'autre, il continue avec ses drones. Là, je sais pas si c'est encore là, c'est du théâtre, ou si Trump est naïf, pour pas dire nono, au point de vraiment nous admettre là, qu'il réalise que Poutine, c'est un bandit, essentiellement. Tu peux pas truster, tu peux pas faire confiance à un gars qui s'appelle Poutine. C'est le vilain, c'est le méchant dans n'importe quel film. C'est un ancien agent du KGB. Tu peux pas faire confiance à ce gars-là une sacrée seconde. Donc, j'ose croire que Trump a pas été autant naïf que. Mais là, c'est une espèce de roman qui se finit plus, cette histoire-là. Et là, t'as le pauvre Zelensky et son Ukraine qui sont pris entre ces deux eaux-là. Et là, ils sont garochés des drones par la tête. Donc, merci, bravo à Eric Schmidt. Mais honnêtement, si Trump est minimalement sérieux, faut qu'il livre son effort de guerre aussi. Oui, puis OK, ça prend des Patriots, puis ça prend tout ça, là. Mais comme tu l'as dit, c'est devenu une guerre de drones. Donc, oui. Prioritairement des drones pour lutter contre les drones. Là, c'est rendu ça. Puis, en fait, la réalité n'est pas difficile à saisir quand tu y penses. C'est que pour Poutine, il perdrait l'opinion publique en un claquement de doigts s'il continuait à perdre un nombre de soldats, ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement du fait des drones, justement. OK, alors parlons maintenant de l'État palestinien, parce que hier, il y avait une vague rumeur à l'effet que le Canada pourrait reconnaître un État palestinien, puis c'est le cas. M. Carney l'a confirmé, et il n'est pas le seul pays qui va le faire. Non, mais c'est drôle, parce qu'on parlait de ça il y a 2 jours peut-être, quand je te disais Macron, moi j'étais content. C'est lundi, si je ne me trompe pas. J'ai dit, je suis content que Macron, que la France reconnaisse l'État de la Palestine. Il y a quand même 148 pays sur 193 qui le font déjà. Mais avec ça, je m'étais dit, puis on en a parlé ensemble, puis c'est pas moi qui ai pensé à ça, là, c'est d'une évidence, ça pourrait créer un petit effet d'entraînement. Mais je me suis dit, combien de temps ça va prendre, on verra. Écoute, dans le temps de le dire, je pense en 48 heures, le Royaume-Uni dit, on est en train de considérer la possibilité aussi. Alors là, tu parles de l'Europe, t'as la France, le Royaume-Uni, là, ça commence à être solide. T'as l'Allemagne, t'as dit, pas pour tout de suite, mais on va peut-être y penser, on verra. Donc, t'as une espèce de changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Et là, moi, je suis assez content de ça, pour pas dire excessivement content.
j'ai des petites réserves encore, on verra, mais que le premier ministre canadien, enfin, reconnaisse ce qui s'est en train de se passer là-bas. Et ils disent très clairement, il dit le Canada a une responsabilité à l'international pour protéger les droits fondamentaux. Moi, honnêtement, là, ça m'a fait une petite émotion, comme t'aimes bien dire. Parce que je dis, bon, OK, il est temps. Puis là, c'est le fun de reconnaître la Palestine, mais ça serait peut-être encore plus le fun qu'il en reste une Palestine. Donc, peut-être qu'on devrait faire un effort encore plus soutenu pour commencer par cesser le génocide. Puis après ça, on jasera de géopolitique à l'ONU. Mais quand même, il faut donner au Canada et aux 16 autres pays qui ont quand même clamé à l'ONU qu'il demandait un désarmement unilatéral du Hamas. Bien sûr, mais ça, mais c'est nouveau. C'est nouveau, c'est gros aussi, ça. Parce que s'il n'y a plus d'armes aux mains des soldats, des militaires, des terroristes que sont les membres du Hamas, on est dans une autre ligue. Là. On peut commencer à envisager parler de paix. Là. Oui, mais il faut que ça se joue des deux bords. Parce que tu peux pas dire je reconnais la Palestine puis que la Hamas continue à faire le fafouin, de toute évidence. Mais une fois qu'on a dit ça, par contre, il va falloir surveiller Netanyahou. Parce que regarde ce que Trump a dit encore à Carney. Ah, ça, c'est incroyable. Carney veut reconnaître l'État de la Palestine. Ça va être très, très mauvais pour nos négociations sur les tarifs. Tu sais comment est-ce qu'il n'y a pas d'honneur, ce gars-là? Il est capable de faire n'importe quoi. Et surtout, as-tu remarqué comment tarif, c'est devenu un acte de domination. Il aime ça dire tarif. Ça l'excite. J'aime pas ça, Bolsonaro, 50%. Ça l'excite. Les Japonais, j'aime pas ça, 25%. Il y a quelque chose d'enfantin, c'est puéril. L'île de Pingouin qui s'était fait ramasser avec je sais pas combien de pourcentage de tarifs, il y a peut-être un humain écart là-dessus. Ça pour dire c'est du n'importe quoi, mais il va falloir surveiller Netanyahou. Parce que lui, c'est un dangereux, moyen dangereux. Désarmer le Hamas, évidemment que je suis d'accord avec ça à 1000%, c'est un groupe terroriste. Mais Netanyahou, c'est lui aussi un terroriste. Désolé de le dire, là, mais c'est très clairement le cas. C'est un gars d'extrême droite. Là-dessus, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est le chef d'un État démocratique comme les États-Unis qui s'est laissé aller vers la droite, puis leur proportionnel là-bas, là. Et les gens qui veulent de la proportionnelle ici, c'est pour ça. Rendu là, mais attends une minute. Je suis d'accord avec toi que Israël, c'est un État démocratique. Puis là, critiquer Netanyahou, c'est pas critiquer la communauté juive. Non, mais je le précise. Il faut le dire à chaque fois. Parce que je le précise, la droite américaine, aussitôt que tu critiques un peu Israël, t'es antisémite. Je critique pas la communauté juive, je critique Netanyahou. Puis pour répondre à ce que tu dis, tu as raison de dire que c'est un État démocratique, évidemment, qui a été élu, Netanyahou a été élu, tout ça. Sauf qu'un chef d'État qui commet un génocide, qui est accusé de crime de guerre, puis qui sera éventuellement condamné pour crime de guerre, comment on appelle ça? On appelle ça un génocidaire. Et surtout que s'il continue, il y a cette espèce d'état d'urgence qui fait qu'il n'y a pas d'élection. En n'ayant pas d'élection, il reste le premier ministre. En étant le premier ministre, il est invulnérable aux accusations qui pesaient contre lui. Il était comme Trump, là. Il avait de la misère avec les tribunaux, mais tant qu'il reste le bas du pays, ça va bien. Il peut pas circuler dans plusieurs pays dans le monde, notamment du fait du statut de Rome, qui le qualifie comme un criminel en puissance. C'est qui ce malade-là qui parle à la radio? Netanyahou, un terroriste, scandaleux. Je lui ai dit, monsieur, que ça n'avait pas d'allure. Mais moi, je maintiens, oui, c'est un terroriste. Non, mais un chef d'État qui commet un génocide, oui, c'est minimalement un terroriste, oui. OK. Alors, juste pour conclure, il y a quelqu'un qui nous écrit, on se demandait combien ça coûte les intercepteurs de drones, parce que c'est finalement le type de guerre. La Première Guerre mondiale, ça a été les avions, tu te rappelles, les avions à double aile, là, puis ça a pas commencé avec ça, puis à un moment donné, ça a culminé, c'était ça. La Deuxième Guerre, c'est les Spitfire, ces affaires-là. Et là, maintenant, c'est les drones. Et le monsieur dit que le Mars Interceptor, ça coûte entre 30 000 et 40 000 par unité. Alors, je sais pas. Moi, ce que j'ai lu par rapport à Schmidt, on parle de quelques centaines de millions de drones. Donc, mettons à 200 millions. Fois 40 000 $, c'est quand même... il est milliardaire, là. Je comprends, mais c'est vrai, c'est quand même quelque chose d'assez important.